Bonsoir à tous. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. L'assassinat en Centrafrique de sœur Inès Niébès Sancho. Sœur Béatrice, la supérieure des filles de Jésus, sur place, s'exprime dans le journal. En France, la question du travail le dimanche à nouveau en débat après le cas de 2 salariés à Saint-Malo. Ils auraient été licenciés pour avoir refusé de travailler le dimanche. Et puis à la veille des élections européennes, une nouvelle chronique du frère Poquillon et il explique pourquoi il faut aller voter. Et notre dossier portera aussi sur l'Europe. De quel nouveau souffle a-t-elle besoin? Souffre-t-elle d'un déficit de mémoire? On en parle dans notre dossier avec Gérard Leclerc de France Catholique et Frédéric Casatsu de Réforme. Et on débute cette édition en Centrafrique. Sœur Inès Niébès Sancho a été assassinée lundi matin dans le village de Nola, une commune située dans le diocèse de Berbérati, à l'ouest du pays. Aucune revendication n'a été exprimée, mais selon un député local, ce meurtre pourrait être lié aux crimes rituels nombreux dans la région. Sœur Inès appartenait à la petite communauté locale des Filles de Jésus, dont la maison mère est en France, à Massac-Séran, dans le diocèse d'Albi. Originaire de Burgos, Sœur Inès donnait des cours de couture à des jeunes filles africaines. On écoute sur place le témoignage de Sœur Béatrice, la supérieure des Filles de Jésus. Et là, c'est un choc terrible pour nous parce que c'était un cas exceptionnel. Ce n'a jamais été eu ici, surtout dans le diocèse et surtout dans le coin où elle est vue jusqu'à maintenant. Ce cas n'a jamais été eu lieu. Ce diocèse, avec tous ces événements qui s'est passé, a été quand même relativement calme. Ce n'est pas un diocèse qui a connu des atrocités comme dans les autres régions. C'est une région qui a été quand même calme jusqu'à maintenant. Bon. Quel est le cas? Quels sont les motifs de son assassinat? On ignore. En tout cas, ma prière, c'est qu'on arrive à retrouver, la première chose, à retrouver les assassins ou l'assassin de notre sœur et qu'il nous dise exactement pour quel motif il a fait cela et que je prie que le Seigneur convertisse vraiment le cœur de l'homme qui est dur, qui est méchant et qui cherche seulement à ôter la vie à l'autre. Que le Seigneur convertisse le cœur de ces bourreaux et de tous ceux qui cherchent seulement la violence et ils cherchent seulement à tuer pour rien. Cet après-midi à Albi, diocèse où se trouve la maison mère de Congrégation des Filles de Jésus, Monseigneur Jean Legrez a célébré la messe à l'intention de sœur Inès dans la chapelle de l'Archevêché. Et puis hier, lors de l'audience générale, le pape François a appelé à prier pour sœur Inès. On l'écoute. Vorrei ricordare con voi oggi Sor Inés Nieves Sancho, di 77 anni, educatrice delle ragazze povere da decenni, uccisa barbaramente in Centrafrica, proprio nel locale dove insegnava a cucire alle ragazze. Una donna in più che dà la vita per Gesù nel servizio dei poveri. Preghiamo insieme. Toujours en Afrique, au Mozambique, dans la ville de Beira, on a appris mardi l'assassinat du père Landry Ibilikwel, religieux congolais de la congrégation des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie. À 34 ans, il était aussi le directeur de l'Institut des déficients visuels de Beira. Sa congrégation a réagi avec ces mots dans un communiqué. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons précises de l'assassinat. La journée des chrétiens d'Orient aura lieu dimanche prochain, saluée par de nombreux patriarches et évêques orientaux, vécue par des centaines de communautés en Orient. La journée des chrétiens d'Orient est un temps de prière et de rencontres. Lors de la messe, des intentions de prière seront lues, entre autres en Irak, en Syrie, en Égypte, au Liban, en Terre Sainte, mais aussi en France. À quelques jours de cette journée, Monseigneur Tobji, archevêque maronite d'Alep, s'est exprimé dans une vidéo. Depuis Alep, nous sommes en communion de prière avec tous les chrétiens de l'Orient, avec tous les chrétiens de la France, et surtout pour la journée de la prière de 26 mai. Nous espérons que le Seigneur entend nos cris et nos prières pour la paix dans le monde et pour les grâces et la communauté de l'Église. Merci et on reste toujours en union de prière. Et puis l'AED, l'aide à l'Église en détresse, a reçu hier à New York le prix de la fondation Chemin vers la paix, une fondation présidée par Monseigneur Bernardito Oza, l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU.
En France, la question du travail le dimanche à nouveau sur la table. 2 salariés d'un supermarché de Saint-Malo, dont une femme qui y travaillait depuis 18 ans, ont été licenciés pour avoir refusé de travailler le dimanche. L'affaire médiatisée mardi a soulevé une vague d'indignation de la part des syndicats. Ils jugent abusif ce licenciement. On écoute Cyril Lechevestrier, délégué de la Confédération des travailleurs chrétiens à Rennes. C'est lui qui soutient l'une des salariées. Nous, oui, à la CFTC, on attache une importance particulière au repos dominical pour plusieurs raisons. Notamment chez Cora, parce que les salariés de chez Cora travaillent du lundi au samedi, n'ont pas de jour de repos fixe, et le dimanche, c'est le seul jour où on peut leur laisser l'occasion de partager des instants avec leurs enfants, leurs familles, leurs amis, leurs conjoints. La deuxième raison, c'est que aussi le dimanche, cela leur permet de participer à des activités sociales, culturelles, sportives, associatives, religieuses et bien d'autres encore. On demande donc à Cora de prendre des mesures fortes qui mettraient le travail du dimanche sur la base uniquement du volontariat pour protéger ses salariés. D'autres salariés sont aussi soumis à des impératifs. Les gardes d'enfants, pas de réponse de Cora, on doit se débrouiller. Le moyen de transport pour ceux qui n'en ont pas, et le dimanche il n'y a plus de moyen de transport en commun, on doit se débrouiller. Pour tout ça, nous souhaitons que soit mis en place impérativement, au minima, le volontariat chez Cora. Sur cette affaire, le ministère du Travail a annoncé mercredi avoir missionné l'inspection du travail pour vérifier la légalité du licenciement, mais plus largement, ce qu'a pose la question d'un travail du dimanche qui se banalise peu à peu en France. François Vigne, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, revient sur ce point. Nous souhaitons que le travail dominical reste autant que possible une exception, que par ailleurs il soit basé sur le volontariat. Et là encore, je pense que ce qui est important à chaque fois dans toutes ces situations, c'est d'essayer d'agir avec discernement et là encore que toutes les éventuelles exceptions, que le travail du dimanche reste au service du bien commun. Nous sommes défenseurs d'une économie du bien commun dans lequel, là encore, qu'il soit là encore pour servir l'homme, pour servir son développement et dans lequel on tienne compte, là encore, de l'ensemble de la vie de l'homme, de sa vie de famille et de sa vie spirituelle et que ce ne soit pas une vie de travail pour le travail, mais que ce soit une vie au service de la croissance de l'homme. Être chrétien, c'est aussi participer à la vie de la cité. Et aujourd'hui, le dimanche, c'est un jour important également pour la vie de la cité. C'est souvent le jour des associations, le jour des associations sportives. C'est aussi le jour du vote, le jour des élections. Il est important également que l'ensemble de nos salariés puissent être des citoyens complets et accomplis et qu'ils puissent là encore être des pères et mères de famille complets et accomplis, des citoyens complets et accomplis et que les obligations professionnelles ne les empêchent pas de se développer pleinement et de se développer pleinement dans leur famille et dans la société. Dans le diocèse de Bordeaux maintenant, par voie de communiqué, le cardinal Ricard, archevêque du lieu, a annoncé samedi dernier la fermeture du premier cycle du séminaire Saint-Joseph de Bordeaux. Je vous rappelle que sur les 5 ou 6 années de formation, le premier cycle correspond à la formation philosophique et peut durer 2 ou 3 ans selon les séminaires. Les 5 nouveaux séminaristes prévus à la rentrée seront redirigés vers d'autres séminaires de France. Le cardinal a tout de même ajouté « Ce n'est pas dans un pincement de cœur que je prends cette décision, même si le bien des séminaristes et le souci de leur formation doivent primer sur toute autre considération. » Demain soir, vendredi 24 mai, chacun est invité à vivre la fête des voisins. Il s'agit d'un temps convivial et festif à organiser et à vivre avec les personnes vivant autour de soi. Une idée née il y a 20 ans et qui rayonne aujourd'hui partout dans le monde. En 2017, 30 millions de personnes ont participé à cet événement à travers le monde, dont 9 millions de Français. Et ce que l'on sait peut-être moins, c'est que l'on doit cette initiative à de jeunes chrétiens soucieux de répondre aux défis de la solidarité et de la lutte contre l'isolement. Nous avons rencontré Athanase Périfan, créateur de la Fête des voisins, il y a tout juste 20 ans. La Fête des voisins est née d'un fait divers tragique. J'ai découvert une voisine âgée qui était décédée depuis 4 mois dans son appartement. Et je me suis dit, il se cache derrière l'épaisseur des murs de nos immeubles, de nos maisons, des détresses qu'on ne voit pas, comment trouver un prétexte pour aller vers l'autre. Et puis, cette fête des voisins, de ce fait tragique, il s'est passé des choses merveilleuses. Elle a fait le tour de la planète et elle est aujourd'hui présente pour ses 20 ans dans 40 pays, dans tous les continents. Le constat que je faisais et que je fais toujours, c'est qu'il y a dans notre société une difficulté, voire une souffrance relationnelle. Beaucoup d'isolement, de solitude, on pense souvent aux personnes âgées, mais on peut être seul à 25 ans en gagnant beaucoup d'argent, on peut être seul dans son couple, entouré par plein d'amis. La langue française a 2 jolis verbes, être et avoir. On est beaucoup dans l'avoir et dans le matériel. Comment on remet le curseur vers l'être, vers la relation, parce que l'être humain a besoin de vivre en relation avec les autres. J-3 avant les élections européennes. Dans sa chronique, le frère Poquillon nous encourage à aller aux urnes. Bonjour à tous.
Le 26 mai, nos évêques nous invitent à exercer notre devoir civique en allant voter. Alors, on ira par devoir ou aussi par conviction. Mais pourquoi aller voter finalement? Est-ce que ça sert à quelque chose? Eh bien oui, ça sert, puisque 60% des décisions qui concernent notre vie quotidienne sont prises au niveau européen. Et nous avons parfois l'impression que notre vie nous échappe. Il ne s'agit pas d'attendre que les décisions soient prises. Nous avons une chance de pouvoir y participer. Mais finalement, c'est un peu comme, vous savez, le téléphone portable. On se demande toujours si on connaît toutes les fonctionnalités. À l'Union européenne, c'est pareil. C'est un instrument, rien qu'un instrument, mais un instrument assez complexe. Et ça vaut la peine de l'utiliser pour savoir comment ça fonctionne. Donc, être citoyen, c'est pas juste être un consommateur. C'est être acteur, être membre du corps du Christ, ici, en Europe. L'Europe, être pro ou anti-européen, ça n'a pas vraiment de sens. Dieu nous a placés là, il doit savoir ce qu'il a fait. À nous d'essayer de découvrir là où il nous attend. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Donc, ne nous contentons pas d'une Europe qui serait un peu à la carte, comme un supermarché dans lequel nous irions piocher ce qui nous convient pour notre intérêt immédiat, mais essayons de nous demander, lorsque nous allons voter, eh bien, ce que nous pouvons apporter à cette Europe. La France, fille aînée de l'Église, la France est un acteur majeur, c'est un des 4 pays les plus importants en termes démographiques. Votre vote va compter. Votre vote comptera pour élire le Parlement, puis élire la Commission, nommer la Commission, ensuite le président du Conseil et enfin le président de la Banque Centrale Européenne. Ça peut paraître très loin, mais l'Europe, ça n'est pas à Bruxelles, c'est d'abord chez vous. Donc, le 26, allez voter. On y revient sur l'Europe dans quelques instants avec 2 éditorialistes de la presse chrétienne, mais avant la chronique du Père Renard, au milieu de cette actualité pas toujours facile, il nous invite à contempler le visage de Marie. Au-delà de toutes les polémiques, des souffrances, des difficultés, un élément m'est apparu dans ce qu'on appelle maintenant l'affaire Vincent Limbert, c'est la richesse. Je dis bien au-delà de toutes les incompréhensions, la richesse de cet homme qui a la chance d'avoir une maman, qui a la chance d'avoir une maman qui l'aime par-dessus tout et qui est prête à tout pour que son fils puisse vivre. Eh bien, voyez-vous, en ce mois de mai, ce joli mois de mai, ce mois de mai où les roses éclosent, ce mois de mai où enfin nous voyons un peu de beau temps nous rejoindre, ce mois de mai où nous allons fêter toutes nos mamans dimanche prochain, ce mois de mai qui, dans l'Église, est traditionnellement consacré à la prière mariale, à l'image de Marie, notre maman du ciel. Peut-être devrions-nous réfléchir un peu plus sur le rôle de toutes nos mamans, sur l'amour qu'elles nous ont porté, je l'espère, sur ce que nous leur devons. Peut-être devrions-nous prendre ce thème plus à cœur. Je pense à cette réflexion du pape Benoît XVI qui disait que sans doute n'avions-nous pas encore mis en place une vraie théologie de la femme dans notre Église catholique. Sans doute voyons-nous aussi quelque chose à travers cette crise terrible qui nous atteint dans l'Église, Église mère, et qui peut-être trop souvent aujourd'hui nous apparaît comme une marâtre, comme une mauvaise mère, comme une mère qui ne nous protégerait pas, qui ne nous couvrirait pas de son amour. Alors, mois de mai, joli mois de mai, les roses qui éclosent, notre chapelet à la main, mettons-nous sous la protection de Marie, notre maman, qui nous aime tant, et avec elle nous savons que nous pourrons avancer, quelles que soient les difficultés, à travers ce monde souvent bien sombre. Merci Père, tout de suite la revue de presse. Et on commence avec France Catholique. Gérard Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans votre édito, c'est l'affaire Vincent Lambert que vous traitez. Oui, tout le monde en parle de cette affaire, qui est une affaire terriblement délicate. Moi, je l'ai abordée sous l'aspect civilisationnel, je dirais idéologique.
parce qu'il y a aujourd'hui une espèce d'obsession euthanasique qui ne concerne pas seulement la France, l'Europe, mais notamment les États-Unis, où, je dirais, sévissent un certain nombre d'idéologues qui, pour moi, développent des théories tout à fait dévastatrices. Merci Gérard Leclerc. À la veille des élections européennes, vous êtes allé à la rencontre d'Agathe Cagé, universitaire spécialiste de politique. Frédéric Casatsu, absolument, bonsoir à tous. Et Agathe Cagé explore les pistes d'un rapprochement entre les citoyens et les institutions européennes, dont on sait qu'elles sont assez impopulaires aujourd'hui. Merci Frédéric. Alors l'Europe, c'est également le dossier de Pèlerin cette semaine. L'hebdomadaire revient sur cette campagne atypique qui a vu émerger de parfaits inconnus, l'occasion de dresser le portrait de 6 candidats en tête des sondages. Et pour Céline Blau, chercheuse au CNRS, elle voit dans l'émergence des personnalités inconnues un signe positif, avec des partis qui veulent réinvestir le Parlement européen. Famille chrétienne s'intéresse à la question de l'héritage. Les successions plongent parfois les fratries dans de douloureuses querelles, même en l'absence de gros enjeux financiers. Les parents peuvent en amont préparer leur famille à traverser cette étape avec pour objectif la paix. Quelques conseils pour y tendre cette semaine dans Famille chrétienne. Et puis en une de la vie, Harry Reid, il a participé à la libération de la France le 5 juin prochain à l'âge de 95 ans. Il va à nouveau sauter en parachute sur la Normandie pour commémorer le débarquement. Une histoire de courage et de foi. Ce servant protestant a raconté son histoire à l'hebdomadaire La Vie. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Gérard Leclerc, Frédéric Casatsu, ravi de vous retrouver sur ce plateau pour parler Europe. Europe, alors c'est une actualité brûlante avant les élections et on sent bien qu'il y a peut-être besoin d'un nouveau souffle. Alors, est-ce que vous le sentez arriver, Gérard ? Je ne sais pas, à vrai dire, si l'on fait confiance aux sondages, on s'aperçoit que les citoyens ne vont pas se développer en masse, se déplacer en masse. La moitié simplement du corps électoral va aller voter, semble-t-il. C'est donc qu'il y a une certaine distance entre l'Europe, ses institutions et les citoyens qui votent massivement pour le président de la République et pour leur maire. Donc une question de proximité qui interroge. Et par ailleurs, l'Europe est incontestablement en crise. Et même, je dirais, les plus fervents des Européens sont obligés de tenir compte d'un certain nombre d'obstacles. Même M. Macron, qui à plusieurs reprises a développé tout un plan, je dirais, de redéploiement de l'Europe, se trouve en proie à des contradictions, ne serait-ce que du côté de notre allié allemand. On s'est aperçu ces derniers temps que, même avec Mme Merkel, il y avait un certain nombre d'oppositions. Donc tout cela ne crée pas, je dirais, un climat favorable à l'idée européenne. Une Europe en crise avec un manque d'appartenance aussi Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dirais que les Français sont très attachés à l'Union européenne. Nombre d'enquêtes le montrent. Et les Français, par exemple, ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Et d'ailleurs, on a vu que les partisans de la sortie de l'euro ne parlent plus de cette hypothèse. En revanche, ils souhaitent que cette Union européenne fonctionne d'une manière telle qu'ils aient le sentiment d'être représentés. Et cette crise de l'Europe est plutôt une crise de la représentation. Deuxième aspect, je dirais que le fait que les citoyens se mobilisent contre les institutions européennes est une forme d'attachement à la joute politique. Les Français en font une identité collective. Après, je crois que si on élargit la focale, comme disent les photographes, si on élargit le champ de vision, on se rend compte que les populistes seront probablement minoritaires au Parlement européen. Donc, c'est une raison supplémentaire pour que la France ne soit pas une sinistre exception sur l'échiquier européen. Je vous propose d'écouter maintenant le président de la Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique Gugliani. Il était, avant cette émission, l'invité de Face aux chrétiens. Voilà comment il a conclu l'émission. Je vous propose de l'écouter. De temps en temps, je regrette que nos autorités religieuses aussi n'assument pas non plus le côté riche et conforme à leur enseignement de l'unification européenne. Je voudrais qu'une Église plus engagée
dans l'objectif européen, qui reste un objectif de paix et de concorde entre les hommes. Frédéric. Alors, un mot pour dire que Réforme a rencontré et le président de la Fédération protestante de France et l'ambassadeur d'Allemagne en France, et que le président de la FPF s'est beaucoup mobilisé en faveur de l'Europe. Le petit mot qui m'a fait tiquer, si vous m'autorisez cette remarque, c'est l'unification. Au fond, les protestants peuvent peut-être donner un petit coup de main à l'Union européenne, car nous, l'unité dans la diversité, c'est quelque chose que nous connaissons. Et on dit souvent que l'Union européenne a été créée par des curés. Vous savez qu'Adenauer, Gasperi étaient des catholiques. Voilà, étaient des catholiques pratiquants. Mais peut-être qu'à leur place, les protestants peuvent apporter leur pierre à l'édifice commun. Oui, il y a un problème, il y a un oxymore qui a été prononcé par Jacques Delors. C'est le concept de fédération d'États-nations. Le président Mitterrand, lui, avait préféré, je crois, le concept de, non pas de fédération, mais de confédération. Il s'agit d'harmoniser, effectivement, de mettre en symbiose à la fois une volonté d'unité, d'entente, et en même temps tenir compte de cette extraordinaire diversité de l'Europe. Il ne faut pas oublier qu'on est parti à 6. Et qu'on est maintenant 27 ou 28, compte tenu du Brexit. Bon. Et que, du coup, les problèmes ont changé radicalement de nature. On s'aperçoit que, notamment, les pays de l'Est sont très loin, souvent, de nos conceptions à nous. Donc, il s'est créé une division à l'intérieur même de l'Europe. Comment remédier à cette division de fond, c'est tout le problème. Oui, il faut dire que Jacques Chirac, président de la République française, a beaucoup encouragé à l'élargissement, et cela signe quand même l'action d'un homme qui était finalement un eurosceptique contrarié. Un certain nombre de spécialistes de l'Europe le disent mezza voce, mais je crois que c'est assez convaincant. Au fond, quelle valeur chrétienne irrigue encore l'Europe aujourd'hui, Gérard ? Oula, c'est un sérieux problème. Seul François-Xavier Bellamy insiste sur l'aspect civilisationnel, en mettant en valeur les trois racines grecques, latines et chrétiennes de l'Europe. On est assez peu, enfin, les candidats sont assez peu sur ce terrain-là, et sans doute c'est regrettable, parce qu'il faudrait quand même s'interroger là-dessus. Qu'est-ce que nous avons de commun ? Qu'est-ce qui fait l'originalité de l'Europe du point de vue civilisationnel? Est-ce que l'Europe a une vocation propre dans le monde d'aujourd'hui tel qu'il est? Je crois que sa question est souvent en suspens. Un petit désaccord. Oui, tout à fait. Je ne dirais pas que François-Xavier Bellamy soit le seul porteur des valeurs chrétiennes dans le débat. Je crois qu'il mais il les place au premier plan. Avec, d'abord, c'est un candidat, je le dis au passage, auquel je trouve beaucoup de talent intellectuelle et de présence. Après, sur le plan politique, je crois que Nathalie Loiseau porte également ce projet. Elle ne le porte aussi, pas absolument, oui, mais ça n'est pas un défaut, du moins pour moi. Et je ne crois pas que sur ce plateau, ce soit différent. Donc, mais il me semble que Nathalie Loiseau le fait également à sa manière. Et pour répondre, cher Olivier, à votre question, je dirais quand même que ce qu'il reste, et ce n'est pas rien, c'est quand même la place de l'homme et la valeur attribuée à l'être humain dans la société. Les débats dont nous ne parlerons pas, parce que ça nous entraînerait trop loin, autour du cas de Vincent Lambert, montrent que c'est encore une question qui mobilise. Hélas, comme cela arrive parfois, elle peut mobiliser un certain nombre de pathologies, mais c'est autre chose. L'Europe, elle vit un déficit de mémoire, comme l'a rappelé le pape, Gérard. C'est possible. Quand on parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de Jacques Chirac. C'est quand même singulier que Jacques Chirac, au moment du référendum sur la Constitution européenne, se soit opposé mordicus au rappel des racines chrétiennes de l'Europe. Il y a là une sorte de pudeur assez étonnante. Pourtant, il s'agit d'une vérité historique absolument incontestable. Pourquoi cette pudeur ?
mon cher Gérard, vous avez vous-même donné la réponse en parlant de François-Xavier Bellamy. Il n'y a pas que les racines chrétiennes. Il y a aussi les racines antiques, puis il y a les racines juives et même musulmanes, car on sait très bien que dans le sud de l'Europe, et je ne pense pas qu'à l'Espagne, dans le sud de la France même, l'influence musulmane a été forte. Et puis, n'oublions pas quand même sur notre continent la présence des musulmans dans cette partie de l'Europe balkanique qui joue encore une place. Alors évidemment, le problème que nous avons aujourd'hui est moins un problème de mémoire qu'un problème d'histoire. Justement, parce que nous sommes dans la mémoire, nous ne tissons plus un lien direct entre ce qui a été et ce qui est. Et c'est ça peut-être qui nous pose problème. Gérard, pour conclure, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que, incontestablement, pour moi, il y a un fond commun à l'Europe. Il y a des racines communes, il y a incontestablement une complicité, je dirais, culturelle entre nos peuples, et c'est ça quand même qui devrait, en premier lieu, nous faire réagir sur la question européenne, indépendamment d'un certain nombre de questions techniques extrêmement épineuses. Merci beaucoup Gérard, merci beaucoup Frédéric d'avoir partagé vos points de vue sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Une émission à revoir sur notre site www.ktotv.com. Vous pouvez aussi réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.